Cela fait plusieurs mois que je suis installé au sommet du temple de la purgation. Il serait dangereux de m'attarder plus longtemps ici. Depuis que la maison d'Arkham a été découverte par les créatures de la brume et que le précédent observateur a disparu, je dois régulièrement me déplacer, jusqu'à ce que je sache exactement quelle était la faille de notre sécurité qui a permis aux sbires de l'entité de nous trouver. Je suis retourné plusieurs fois à la tour depuis l'incident, et l'endroit est vide. Plus de créatures, plus d'observateurs, plus de vie. Mais le danger reste trop important pour s'y attarder trop longtemps. Toujours est-il que je dois désormais réfléchir à un nouveau refuge. Après avoir passé autant de temps dans le royaume de l'épidémie, je pense que je vais opter pour une ambiance un petit peu plus orientale. Peu de monde le sait, mais le grand temple central du sanctuaire du Kourou, sur la propriété Yamaoka, abrite plusieurs salles secrètes que je pourrais sécuriser sans trop de problèmes, pour en faire mon nouveau refuge pour les mois à venir. À la place de l'odeur rance de la chair en décomposition qui emplit le temple de la purgation, j'aurai droit au cri de colère du maître des lieux. Je suppose que l'endroit idéal n'existe pas. Cela me fait penser à la personne qui a rejoint les royaumes à peu près en même temps que l'Oni. Je veux bien sûr parler de Yui Kimura. Une femme forte, un exemple d'altruisme, qui a toute sa vie lutté pour les siens, pour les autres, et qui, comme un Robin des Bois des temps modernes, avait rassemblé autour d'elle un groupe loyal qui flirtait avec les limites de la loi pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Regardons ce que les archives contiennent à son sujet. Malgré son éducation traditionnelle, Yui Kimura faisait des courses de scooter dans sa ville natale de Ida, et elle s'y forgea une réputation pour sa capacité à accomplir l'impossible avec très peu. Son père fit tout ce qu'il pouvait pour l'éloigner de ce qu'il considérait comme un comportement masculin. Mais sa grand-mère partageait avec elle, en secret, les manuels d'ingénieur de son grand-père, et ses notes sur les moteurs de voitures et de motos. Yui lut tous les manuels de son grand-père, et elle apprit le tout très rapidement. Non seulement elle était capable d'entretenir son scooter, mais elle modifia même le moteur afin de pouvoir lutter contre les motocross des garçons plus âgés. Avec le Hachimaki porte-bonheur de ses grands-parents autour du bras, elle faisait la course avec les garçons du coin, qui étaient incapables de suivre son rythme, et collaborèrent pour organiser sa défaite. Mais sans succès. Yui déjoua leur plan à chaque fois, épatant au passage tous ses amis. Une fois le moment venu de s'inscrire à la fac, elle réunit tout son courage et confessa à son père son ambition de piloter des motos. S'ensuivit une altercation, et quand Yui refusa de suivre une éducation classique, son père ressentit une grande honte, lui disant qu'elle n'était plus la bienvenue sous son toit. Le cœur lourd, la jeune fille partit pour Nagoya, avec la bénédiction et toutes les économies de sa grand-mère. Nagoya n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle ne trouvait rien d'autre que des emplois administratifs ou des petits boulots d'hôtesse. Avec ce qui lui restait de l'argent que sa grand-mère lui avait donné, elle acheta une moto de course et participa à des courses de rue illégales, où elle gagna plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Les rumeurs sur son courage et ses réflexes se répandirent comme un feu de forêt. Très vite, elle avait son propre cortège officieux de motards, arborant sa couleur rose distinctive. En plus de son gang, Yui réalisa que quelqu'un la suivait dans l'ombre. Lorsqu'elle se rendit compte que son mouchoir porte-bonheur avait été volé dans son appartement, elle fit part de ses préoccupations à des agents de police, qui la renvoyèrent d'un ton moqueur, lui disant que son harceleur était probablement un gentil garçon qu'elle épouserait bientôt. Un soir, Yui rentra chez elle et tomba nez à nez avec son harceleur, en train de fouiller dans ses affaires dans son appartement. Il ne l'avait pas vu, et elle ne savait pas trop quoi faire. Mais elle ne put supporter de le voir passer en revue ses vêtements. Elle lui cria de s'en aller, au lieu de quoi il se retourna, armé d'un couteau. Il se jeta sur elle, mais elle parvint à esquiver son attaque. Il frappa le mur et lâcha alors son arme. Sans la moindre hésitation, Yui lui sauta dessus. Ils luttèrent au sol et échangèrent des coups. Bien plus qu'elle n'en avait pris lors de ses courses à scooter à Shirakawa. Dans un élan d'adrénaline, elle parvint à maîtriser son agresseur, avant de s'emparer du couteau et de lui poser la lame tranchante comme un rasoir sur la gorge. Quand la police arriva à l'appartement, ils arrêtèrent l'agresseur et emmenèrent Yui à l'hôpital. Les radiographies révélèrent de multiples fractures du bras et du pied. Très vite, les membres de son gang lui rendirent visite, l'une après l'autre, et ensemble, elles l'aidèrent à payer ses factures médicales. La rééducation fut difficile, mais Yui n'abandonna jamais, et avec le soutien de son gang, elle put bientôt reprendre la compétition. À l'occasion de la première course depuis son agression, son gang lui remit un nouveau Hachimaki rose, recouvert de leur signature, et des messages pour lui porter bonheur. Yui jura alors qu'elle aiderait les autres femmes avec ses gains et son influence. Fidèle à sa parole, son gang se fit connaître comme les Sakura Seven, et toutes portaient le Hachimaki rose en signe d'unité et de soutien aux femmes en détresse. Les Sakura se développèrent au-delà des 7 membres initiaux, et le rose de Yui devient un symbole d'émancipation des femmes.
Lors des courses de rue, de nombreuses femmes venaient la soutenir. Après avoir gagné 7 courses d'affilée, elle attira l'attention d'un sponsor. Non seulement elle gagna sa place pour le championnat moto du Japon, mais elle fut la plus jeune femme de l'histoire à participer et à remporter cet événement prestigieux. Très vite, son soutien financier tripla, tout comme son gang. Mais tout s'arrêta brusquement lors de la Tokyo Kick 3000, une course de rue illégale. Yui était en tête, jusqu'à ce qu'elle entre dans une brume anormale qui semblait avoir surgi de nulle part. Perplexe et désorientée, elle arrêta sa moto et en descendit. Elle ne tarda pas à comprendre qu'elle n'était plus à Tokyo. Comme nous avons pu le constater, Yui n'est pas quelqu'un qui laisse tomber ses rêves. Son père l'a destinée à une vie terne et sans saveur, devenir institutrice comme lui. Elle aurait été obligée de trouver un bon parti et de mener une existence paisible pour faire l'honneur de sa famille. N'oublions pas qu'au pays du soleil levant, l'honneur est une notion essentielle. Mais tout cela n'était pas en adéquation avec le tempérament aventureux de Yui. Avec l'aval de sa grand-mère, et brisant ainsi tout lien avec son père et sa famille, qui considérait sa décision comme un déshonneur, elle quitta le domicile familial et partit s'installer dans une grande ville. Avec l'argent dont elle disposait, elle a acheté une véritable moto et a pu s'adonner à sa passion pour les sports mécaniques à sensation. Mais elle a vite déchanté, et elle s'est rendue compte que ce milieu, comme beaucoup d'autres, était majoritairement masculin, et qu'une femme devait travailler 10 fois plus pour atteindre le même palier, quand le palier ne lui était pas tout simplement interdit, parce que le champion en titre ne voulait pas concourir contre une femelle. Mais elle a fini par s'imposer avec son gang, et a gagné une solide réputation, faisant preuve d'altruisme et venant en aide aux femmes en difficulté. Ses débuts furent rudes et parsemés de tragédies. Je voulais vous montrer cette série de souvenirs qui prend place quelques temps après son arrivée sur la scène de la course underground, quand elle avait encore à faire face au rejet et à la misogynie. Souvenir 369. Un moteur résonne dans l'obscurité. Un rugissement traverse le corps de Yui, tandis qu'elle accélère pour passer au travers d'une brume épaisse et d'un paysage dévasté de pagodes et d'immeubles en ruine. Elle dépasse une moto accidentée sur le bord de la route. Non loin de celle-ci, un motard tente de se relever, mais s'écroule, la jambe brisée. Elle ne peut pas s'arrêter, et elle ne compte pas le faire. Elle doit gagner. Elle doit atteindre... Elle ne sait plus vraiment ce qu'elle doit atteindre. Elle regarde de droite à gauche, tandis qu'elle file au travers des ruines de sa ville natale. Elle double à nouveau le même motard qui tente d'échapper à l'épave en flammes. Mais ça n'a pas de sens. Rien de tout cela n'a un sens. Un démon hurle dans la brume. Il semble être juste derrière elle, rôdant dans l'obscurité, attendant l'occasion de lui sauter dessus. Au cœur des ténèbres, elle manœuvre entre des amas de chair et d'entrailles des motards à terre, en proie aux flammes et fumant. Elle hurle désespérément, et les motards décédés en flammes commencent à s'évaporer en une colonne de lumière qui perce au travers de l'obscurité. Soudain, l'un d'eux se tient face à elle. Elle dérape, perd le contrôle et tombe sur la route. Elle sent ses entrailles réduites en purée et ses os brisés, perçant au travers de sa peau, crachant un liquide noir et épais. Elle tente de se relever, mais un os saillant de son jean noir l'en empêche. Tout comme le motard tombé qu'elle a ignoré, elle est brisée, désespérée et couverte d'essence. Souvenir 370. Misato étudie Yui attentivement. Rêver de brume et d'obscurité signifie que l'on se voit comme un imposteur, voire même un raté. Yui hoche la tête et assume l'interprétation de son ami. Misato boit une gorgée de sa bière. Voir une lumière signifie que l'on surmontera ce qui nous retient. Rêver d'un accident ou d'une impasse peut signifier la mort de quelque chose que l'on veut, ou que l'on souhaite. Yui soupire et ignore si elle veut en entendre davantage. Le démon, l'Oni, pourquoi me poursuivait-il ? Misato hoche la tête. L'Oni peut signifier que tu luttes pour conserver ton humanité tout en poursuivant tes rêves. Un déchirement entre le bien et le mal. Misato rigole tout en terminant sa bière. La victoire n'est peut-être pas tout. Tu es peut-être avide. Tu cherches peut-être à avaler tout un océan quand un simple verre d'eau suffirait amplement. Yui tousse. Avide ? Je suis ruiné. C'est toi qui payes la bière. Misato lui fait signe de la main qu'elle se trompe. L'avidité n'est pas qu'une question d'argent, Yui. Il s'agit de vouloir toujours plus d'une chose spécifique. Plus de courses, plus de trophées, plus de gloire. Ton besoin constant de te surpasser est peut-être en train de tuer quelque chose en toi qui ne veut pas mourir. Yui soupire et termine sa bière. Trêve de bavardage inutile. Retournons picoler. Derrière son sourire dédaigneux, Yui croit que son cauchemar n'a rien à voir avec son ego ou son avidité, mais plus avec l'angoisse de ne pas avoir l'argent nécessaire pour poursuivre son rêve. Souvenir 371. Il y a peut-être quelque chose au-delà de la victoire.
Ce n'est peut-être pas tout, mais c'est ce qui paye le loyer, la bouffe et les bières pour les prochaines semaines si elle arrive à gagner la Secret Four. Mais avant de pouvoir gagner, elle doit avoir sa chance de concourir. Shinji, le favori de tous, a trouvé moyen d'écarter Yui de la course en persuadant les organisateurs qu'une femme pilote discréditerait la Secret Four. Du machisme à l'état pur, barbare et dépassé. Mais c'est également la triste réalité. Ils ne sont pas habitués à affronter quelqu'un de son calibre. Calibre ? Shinji n'en a aucun. Il triche, humilie, ridiculise pour prendre l'ascendant psychologique. Elle connaît bien son petit jeu, et il sait qu'il va devoir l'affronter en course un jour ou l'autre. Mais en attendant, il leur dit que si elle participe, il ne sera pas de la partie. Et vu qu'il est le champion actuel, il pense avoir besoin de lui pour attirer les gros sous. Elle fait une croix sur la course de demain, mais elle y sera pour soutenir son ami Hiro. Souvenir 372. Shinji dit du mal de Yui, tandis qu'elle gonfle Hiro à bloc avec des paroles guerrières. Des paroles guerrières. C'est comme ça que sa grand-mère les désignait. Ces mots ailés capables de remonter le moral. Ce sont bien plus que de simples mots. Ils peuvent construire ou détruire. Ils peuvent donner du pouvoir, changer une souris en dieu, ou un dieu en souris. Shinji dit à Hiro qu'il va lui donner une bonne leçon pour lui apprendre de soutenir Yui. Hiro joue les durs, mais Yui voit bien que ces mots le travaillent, minant sa confiance et pesant sur sa conscience. Shinji regarde Yui et se moque de ses cheveux, lui envoie un clin d'œil et lui demande si elle est venue voir des vrais hommes faire la course. Elle ne daigne même pas lui répondre. Elle veut voir Hiro gagner, mais les termites sont déjà à l'œuvre, et il n'est plus que la coquille vide d'un motard sur sa bécane sur le point de flancher. Elle lui susurre des mots positifs à l'oreille, tout comme le faisait sa grand-mère avec elle. Mais il ne sait pas comment employer ces mots. Il a perdu, alors que la course n'a même pas encore commencé. Souvenir 373. 4 heures du matin. Yui regarde Hiro accélérer et prendre la tête. Shinji et les autres sont juste derrière. Après tout, ses paroles l'ont peut-être aidé. Hiro prend le virage. Elle aperçoit alors Shinji approcher et se pencher. Il se rapproche et tend le bras pour toucher l'épaule de Hiro. Rien que ça. L'idée n'est pas de le pousser ou de le blesser, mais de le déranger, de l'agacer, de le distraire. Hiro s'énerve et perd sa concentration avant de perdre le contrôle de son engin. L'instant d'après, il dérape sur la chaussée, sa moto laissant une traînée d'étincelles et d'huile. Son casque se désintègre, couche après couche, contre la chaussée râpeuse comme du papier de verre. Il a besoin d'aide, mais les autres pilotes l'ignorent, visant tous la victoire. Hiro se relève et titube sur la route. Son casque n'existe plus, et son visage a été râpé jusqu'à l'os. Il n'a plus ni bouche, ni lèvres. Ses dents sont tout ce qui lui reste. Elle pousse alors un terrible cri perçant, tandis qu'une voiture freine brusquement, perdant le contrôle avant de percuter son ami. Souvenir 374. Yui accélère dans la brume, un démon aux yeux rouges à ses trousses. Elle dérape et perd le contrôle, se cassant la jambe et se traînant désespérément hors du brouillard. Des bruits de pas se précipitent derrière elle, le sol tremble à chacun de ses pas. Elle regarde par-dessus son épaule mais ne distingue que la brume. Une botte lui écrase la main. Elle lève la tête et se voit alors elle-même. Yui se réveille à l'hôpital aux côtés de Hiro, intubé et couvert de bandages. Les autorités ignorent qu'il s'agissait d'une course illégale. Dans le cas contraire, ils seraient tous deux en tôle. Elle ne sait pas trop si Hiro peut la comprendre, mais elle fait de son mieux pour le réconforter. Le docteur dit que tu as de la chance d'être en vie. Elle veut lui dire qu'il ne pourra plus jamais marcher, mais elle ne peut pas s'y résoudre. Elle ne dit rien. Après tout, que pourrait-elle dire ? Une simple erreur de jugement et il a tout perdu. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Yui ferme les yeux pendant un instant et elle imagine un monde où elle peut chasser cet enfoiré et le tuer comme le sale bâtard qu'il est. Souvenir 375. Misato lui donne de bonnes nouvelles pendant qu'elle marche en direction de leur bar à nouilles préféré. Les organisateurs veulent qu'elle participe à la Secret Four. Un bienfaiteur secret veut voir ce dont elle est capable. D'après les rumeurs, il s'agirait d'un milliardaire qui cherche à aider les condamnés à perpétuité à réaliser leurs rêves. Mais ça n'a pas de sens. Yui ressent de nombreuses émotions, mais elle se laisse distraire par un besoin écrasant de remettre Shinji à sa place. Toutefois, elle sait qu'elle doit se concentrer uniquement sur la victoire, et ne pas chercher à lui rendre l'appareil ou à se venger, ni même tomber dans les ragots ou entrer dans son jeu d'insultes. Tous ces efforts doivent être dédiés à la victoire. Pas seulement pour impressionner un milliardaire excentrique, non, mais aussi pour payer le loyer et les factures. Souvenir 376.
Yui emprunte un chemin de montagne qu'elle reconnaît et aperçoit une femme au bord du précipice. Elle approche de la femme, sachant pertinemment que quelque chose ne va pas. Cette dernière se retourne légèrement, et Yui réalise qu'elle observe une version plus âgée d'elle-même. Les cheveux gris, les yeux injectés de sang, des larmes coulant sur ses joues. La Yui plus âgée fixe du regard la plus jeune, avec envie. Puis, elle secoue la tête, se retourne et saute dans le vide. La jeune Yui se précipite jusqu'au rebord, et observe les innombrables cadavres déchiquetés par les rochers. Tous de la même personne, elle. Soudain, elle distingue un éclat d'une vie qu'elle ne reconnaît pas. Une vie au cours de laquelle elle n'a jamais quitté Ida pour poursuivre son rêve. Une vie au cours de laquelle elle est devenue professeure, tout comme son père. Cela n'a pas de sens. Les mains sur son visage, elle se met à crier et se réveille soudainement dans son lit, dans une flaque de sueur froide et collante. Souvenir 377. Misato sourit à Yui. Ce n'était peut-être pas un rêve, mais un aperçu d'un autre monde. Un monde où le chemin que tu as suivi est complètement différent. L'un te rend revancharde, faisant de toi une brute aux yeux rouges, l'autre, une lâche qui ne poursuit pas ses rêves. Yui secoue la tête. Je crois pas à toutes ces conneries d'univers magiques multiples. Misato fait la moue quand elle entend le mot magique. Ce n'est pas magique, c'est quantique. Misato dévore une cacahuète tout en sirotant sa bière. Si c'est un rêve, c'est probablement quelque chose que tu as laissé derrière toi, dont tu t'éloignes. Que symbolisent les falaises? Yui se souvient de sa grand-mère. Elle se souvient d'un centre de loisirs avec ses amis et ses cousins. Elle avait perdu une course de relais parce que sa meilleure amie s'était arrêtée pour se préoccuper d'un concurrent qui était tombé. Sa coéquipière l'avait aidée, tandis qu'une autre équipe prenait la tête et remportait la course. Elle était furieuse, et elle ne lui avait pas adressé la parole pendant des semaines. Yui se souvient d'être allée au précipice, où elles aimaient discuter dans l'espoir de l'y trouver. Mais non. Sa grand-mère l'y retrouva pour écouter sa version de l'histoire, se rangeant du côté de son ami. Yui ne se souvient que vaguement de la conversation. Sa grand-mère était assise à ses côtés, observant les rochers acérés plus bas, et riant nerveusement. « Tu aimes le danger, et tu aimes encore plus gagner. Ça a toujours été comme ça, et ça ne changera pas. Mais la victoire n'est pas tout, Yui. Dis-moi, à quoi sert la victoire si tu y perds tous tes amis? Avec qui partageras-tu alors tes victoires ?» Yui s'en moque et traite sa meilleure amie de faible. Inquiète, sa grand-mère lui met la main sur l'épaule. Elle n'est pas faible, c'est tout le contraire. Elle est prête à sacrifier la victoire pour aider quelqu'un dans le besoin. C'est l'empathie qui nous rend humains. Et si tu la perds, tu n'es qu'une excellente machine à gagner. À quoi bon gagner le monde si tu y perds ton humanité? Yui ferme les yeux et sait que sa grand-mère a raison. Mais malgré tout, quelque chose en elle déteste perdre, refuse même l'idée de perdre. Quelque chose qui la pousse à gagner coûte que coûte. Quelque chose capable de tirer le meilleur, mais aussi le pire d'elle-même. Souvenir 378. Les moteurs rugissent en une interminable cacophonie, tandis que Shinji provoque Yui. Tout le monde veut le gros lot, et elle a plus que jamais besoin de cet argent. Elle travaille comme assistante d'anglais dans un lycée, mais cela lui permet à peine de s'en sortir. Alors, réparer sa moto, n'en parlons pas. Sa pauvre moto a l'air malade. Elle en adorait le bruit, mais dernièrement, elle a remarqué un changement. Comme si quelques notes étaient fausses et que le son ne la transcende plus comme avant. Tous ces moteurs chantent leurs propres chansons, et la sienne a quelque chose d'étrange et de différent. Elle a besoin de décrocher la prime, et le parrainage d'un milliardaire ne lui ferait pas de mal non plus. Elle ne compte pas laisser ce crétin saper sa concentration. Elle lui sourit en réponse à ses insultes et ses menaces de l'éjecter hors de la route. Yui croise son regard. Tu vas bien essayer, mais tu vas te planter, et te brûler au passage. Ces mots, elle les prononce avec tout le poids et la conviction d'une malédiction. Shinji lui dit qu'elle ne devrait pas participer, et laisser les vrais hommes faire la course. Elle sait ce qu'il cherche. Il tente de la déstabiliser, de rentrer dans sa tête, et de saper sa vision de la victoire. Il lui dit qu'il va gagner la course. Elle lui sourit. Pas tant que je serai en vie.
Voilà qui vient conclure cette série de souvenirs. Je suis sûr que certains détails ne vous ont pas échappé. Vous commencez maintenant à être familier des indices qui indiquent qu'une personne, tueur ou survivant, se rapproche de plus en plus du voile qui sépare notre monde des royaumes. Yui ne voyait dans ses cauchemars que de l'anxiété. Son amie, qui semblait plus ouverte spirituellement, tentait d'y trouver des explications plus mystiques. Mais nous savons tous qu'il s'agit d'un aperçu des royaumes. Un aperçu qui l'a confronté à ses propres peurs, ses erreurs et ses jugements erronés. Ce que nous ignorons, c'est si ces intrusions dans les royaumes étaient le fait de l'entité, ou si Yui était plus réceptive spirituellement qu'elle ne voulait bien admettre. Si je devais donner mon interprétation, je dirais que, pour une fois, l'entité n'y était pour rien dans cette histoire. Mais que les différentes incursions de Yui dans son domaine ont fini par attirer son attention, la poussant à déployer la brume autour de sa moto, en pleine course pour s'en emparer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que durant ses différentes visites dans ce royaume désolé qui lui correspondait, Yui s'est à de nombreuses reprises retrouvé confronté à quelqu'un que l'on connaît bien. L'un des tueurs les plus violents de l'entité, Kazan Yamaoka, que l'on appelle également l'Oni. Pourquoi ce tueur en particulier? Est-ce parce que les Oni sont des entités démoniaques du folklore japonais? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, Yui Kimura est lié à la famille Yamaoka? Je devrais tenter de jeter un œil à ça de plus près, en étudiant plus en détail l'histoire de l'Oni. En attendant, il me faut vous laisser. J'ai encore de nombreux préparatifs pour pouvoir déménager mon repère en toute sécurité et pour m'assurer un confort auquel je ne souhaite pas renoncer, car c'est tout ce qui me reste en ce lieu. Mais je vous reviendrai prochainement, riche des histoires que j'aurai rassemblées sur le terrible Kazan Yamaoka. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.